Mal baisé. Qu'est-ce que signifie d'être mal baisé? Chacun peut dire qu'il est mal baisé par l'autre, qu'il s'agisse d'un homme, d'une femme, et quelle que soit votre orientation sexuelle. Si on regarde bien, mal baisé, ça peut vouloir dire ça me fait mal, c'est mal fait ou c'est pas fait. Ce sont les 3 points que nous allons développer dans l'épisode 26 du podcast Sodomie la première nuit. Sodomie la première nuit, y avez-vous réfléchi? Vous vouliez le grand amour, il a fui au petit jour. Bonjour, good morning. Je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. Ici, on parle toujours cash, mais jamais trash, d'amour, de célibat et de schéma relationnel. C'est parti! Alors la plupart du temps, nous ne nous racontons pas d'histoire, c'est mal fait. Les préliminaires sont mal faits, les gestes sont brutaux ou mous. En gros, vous avez le choix entre la limace ascendant mollusque qui bave un peu ou qui vous met une sorte de pression molle. Et de l'autre côté, vous avez le bœuf soufflant. Vous vous sentez tenu, vous sentez que l'autre est vraiment là physiquement, mais il y a une forme d'attitude bovine en fait, qui fait que même s'il y avait du désir initialement, quand on est face à une espèce de mollusque ou à l'inverse à un bœuf soufflant, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, vous l'avez compris, c'est pas la joie. Et ça, c'est probablement lié au fait que l'un est sensuel et que l'autre est sexuel. C'est-à-dire que le sexuel est plus animal, plus proche de son bas-ventre, de son corps, plus proche de ses sensations, de son plaisir, et va même, je pense, chercher assez frénétiquement son plaisir en se frottant, en se positionnant d'une manière telle qu'il ou elle est sûr d'atteindre son objectif, donc son orgasme. Et vous, accessoirement, vous êtes là, un peu comme une poupée gonflable, qui va lui donner l'impression que tout va bien. Ça, c'est celui qui est sexuel. Vous avez là sensation d'être mal baisé par quelqu'un qui n'est manifestement pas en phase avec votre sensualité. Alors, celui qui est sensuel va paraître mou à celui qui est sexuel et vice-versa. Et contre toute attente, cette notion de sensualité versus sexualité est très importante. La sensualité, d'une manière caricaturale et tout en finesse, en ressenti et en écoute du corps de l'autre que l'on va faire vibrer, alors que l'approche sexuelle est dans ce contexte-là une espèce de course à l'orgasme. Quand c'est mal fait, ça fait souvent très mal. Alors pour plein de raisons, et la liste que je vais vous proposer n'est pas exhaustive, au-delà de la maladresse, de la brutalité, de la mollesse, il y a ceux qui aiment mordre, pincer, frapper, bref, qui aiment malmener le corps de leur partenaire. Et puis il y a aussi les partenaires qui se ferment et qui disent toutes les 3 secondes « Aïe, tu me fais mal, ah, plus haut, plus bas, mais non, pas comme ça, t'es trop lourd, t'es trop lourde, me mords pas ». Enfin, il y a celles qui n'ont tellement pas envie de cette intimité qu'elles vont resserrer leur vagin, un peu comme pour bloquer la pénétration. Dans l'absolu, ça s'appelle le vaginisme et c'est traité comme une grosse problématique bien dramatique. Pour moi, en dehors de tout trauma sexuel précédent, c'est très souvent un ballet, une danse qui ne se fait pas, parce que le rapport de force dans l'intimité est plus important que l'envie de se laisser aller à partager du plaisir avec l'autre. Mais ce n'est que mon humble avis. Dans le mal fait, il y a aussi les marques sexuelles qui manquent avant l'acte. Ça paraît tout bête, mais le fait de se rouler une pelle dans la rue, d'avoir la main qui se balade, qui montre que vous avez une présence physique dans la vie de l'autre, que vous entrez en contact avec son corps. Bref, vous lui rappelez que vous êtes des êtres sexués, pas forcément uniquement quand vous êtes à l'intérieur du lit ou de l'endroit dans lequel vous faites l'amour. Et contre toute attente, il n'y a pas que les femmes qui se plaignent du fait que les hommes ne les embrassent pas avec la langue en dehors de l'intimité. Cela arrive aussi à ces messieurs, qui font l'amour avec des femmes qui ne vont pas sortir leur langue. Et les femmes qui sont face à ce type d'hommes ont un désir beaucoup moins réveillé que lorsqu'évidemment ils utilisent leur langue. C'est assez intéressant cette notion de refuser de sortir sa langue. C'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit et pour moi c'est vraiment un des éléments essentiels de la sexualité, le baiser. Et celui qui refuse de mettre sa langue dans celle de l'autre, même si quand je le dis ça semble un peu grossier, vulgaire et langue de bœuf quoi, vous voyez, morceau de steak. En réalité il y a tout un tas de subtilités dans l'approche de la bouche de l'autre. Frémissement, puis de plus en plus de pression, la lèvre qui se détend et qui va vraiment jouer son rôle de muqueuse, un peu comme l'intimité d'une femme qui se détend et qui s'ouvre avec le plaisir. Et ceux qui souffrent de ce manque de baiser devraient vraiment s'interroger sur les motivations de leur partenaire. Parce que, je vous le dis d'une manière très claire, ça n'est pas normal. Faire l'amour sans s'embrasser ou sans la langue est quelque chose qui est pathologique.
Alors, ce qu'il y a derrière, évidemment, est lié à l'histoire de la personne qui vous l'impose, et ça pose évidemment des questions essentielles dans ce cas-là. Pourquoi l'autre vous fait-il vivre ça, et pourquoi l'acceptez-vous? Mais dans la série Mal baisé, il y a encore pas mal de choses, et notamment, quand nous arrivons au vif du sujet, ce que j'entends le plus souvent, c'est que le sexe oral n'est pas au top. L'homme va reprocher à la femme de lui faire des fellations pourries et la femme va reprocher à l'homme de ne pas savoir pratiquer un cunnilingus digne de ce nom. D'ailleurs, toute seule ou avec son appareil, elle se débrouille très bien, rapidement et peut avoir une série d'orgasmes. Alors que toi, espèce de naze, tu n'es pas capable de me faire un cunnilingus digne de ce nom. Ça marche dans les deux sens. Ça interroge. Celui qui est attaqué va dire « mais je ne comprends pas » avec ceux d'avant au singulier ou au pluriel. Ça marchait bien. En gros, cet homme vous fait un cuni, mais avant, elles étaient toutes ravies. Alors que pour vous, c'est quasiment insupportable. Donc de deux choses l'une, soit il ment, et dans le déni du fait qu'il fait des cunis pourris, soit vous ne savez pas apprécier la qualité de sa prestation, soit vous ne savez pas l'éduquer, soit vous n'aimez pas ça, mais ça pose question. On ne peut pas dire le contraire. Et pareil, pourquoi est-ce que vous, mesdames, vous aimiez faire des fellations qui ravissaient vos partenaires précédents, et pourquoi avec lui, au mieux ça ne vous intéresse pas, au pire ça vous dégoûte, alors que vous l'avez pratiqué souvent avant, dans une autre vie. Et si vous l'avez pratiqué souvent avant, c'était probablement dans le cadre d'histoires plus courtes, plus érotisées, avec plus d'incertitude, que l'autre n'était pas acquis autant que celui qui est en face de vous maintenant. Donc quand on pratique mal le sexe oral, c'est que soit on est complètement naïf et bonnet, soit on ne sait pas, auquel cas ça s'apprend, soit on le fait exprès. Alors on le fait exprès, ça encore c'est relatif, on le fait exprès pour enquiquiner l'autre, ou on ne fait pas l'effort d'apprendre à faire plaisir à l'autre, ce qui n'est pas mieux. Et dans les deux cas, on est encore une fois dans une forme de rapport de force et une histoire de vengeance. Et si on pousse la réflexion dans le cadre de l'intimité, on va se retrouver avec ces deux cas de figure dont se plaignent très souvent les femmes. Monsieur ne sait pas maintenir son érection et monsieur est précoce. Il y a quelques podcasts qui traitent de ces sujets, donc je vous y renvoie. Je vais parler aujourd'hui, non pas des raisons de l'éjaculation précoce, mais de l'éjaculation précoce dans le cadre du couple. Parce que, au risque de vous choquer, de mon point de vue, à moins d'être puceau, l'homme qui ne maîtrise pas son éjaculation à 25-27 ans devrait se poser les bonnes questions. De deux choses l'une, ou c'est une réponse physiologique, et dans ce cas-là, ça s'apprend au sein du couple et ils apprennent ensemble la sexualité et à traiter cette hyper-rapidité. Et si ça n'est pas le cas, on va voir un sexologue, on apprend, on regarde sur Internet, il y a beaucoup d'infos sur le sujet. L'autre réponse est une réponse psychologique autour de la thématique s'autoriser à. Est-ce que j'ai le droit de jouir? Est-ce que c'est interdit? Est-ce que le vagin est denté et pourrait m'avaler? Donc je vais très vite pour pas que le vagin ait le temps de me faire du mal. Est-ce que c'est lié à la castration? Est-ce que c'est lié à du dégoût? Là encore, c'est totalement du sur-mesure en fonction de l'histoire de la personne concernée. Il en va de même pour l'érection. Est-ce que c'est une défaillance psychologique, une défaillance physiologique, ce qui est à mon avis plutôt rare, surtout à moins de 50 ans? Et qu'est-ce que ça impliquerait pour l'homme de maintenir son érection? Et bien sûr, de contrôler son éjaculation. Rassurez-vous, messieurs, les femmes sont tout autant concernées que vous, puisque ce qui fait dire à l'homme qu'il est mal baisé, c'est parfois aussi parce que soit elle ne jouit pas, soit il ne parvient pas à la faire jouir. Et ça, c'est un sujet qui mérite vraiment d'être approfondi. J'ai des coachées qui ne jouissent pas, certaines d'ailleurs maintenant sont parvenues à jouir, et certaines en ont honte et font semblant, et d'autres, bizarrement, le disent. Pas tout de suite, en se tortillant un petit peu, évidemment. En revanche, je pense à un de mes coachés qui commençait à tomber amoureux d'une femme qui lui a dit « Aucun homme ne m'a jamais fait jouir ». Il avait passé les 10 années précédentes avec une femme qui le frustrait sexuellement et il commençait à se préparer à repartir dans la frustration sexuelle. Pourquoi je dis ça? Parce qu'une femme qui vous dit au départ « Aucun homme ne m'a jamais fait jouir », elle amène là un challenge. Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un homme qui entend ça? À votre avis, moi, je vais réussir à la faire jouir. Là où les autres ont échoué. Moi, je sais que je vais y arriver. Tu sais, j'y passé des années. Avec moi, ce sera différent. Ou peut-être que ça signifie je vais dépasser mon père qui n'a jamais réussi à faire jouir ma mère. Ou je vais réparer ma mère qui subissait la saillie de mon père. Vous savez, un peu comme ces femmes qui préparent leurs filles dans certaines cultures en leur disant « Oh bah respire et attends que ça passe, ça ne durera pas très longtemps ». Peut-être aussi c'est autre chose. Ce qui compte, c'est qu'au lieu de se dire en tant qu'homme « Je vais y arriver », je pourrais me demander d'une part pourquoi elle me dit ça. Qu'est-ce qu'elle attend quand elle me balance cette info que je dois évidemment attraper au vol et traiter? Et surtout, pourquoi les autres n'y sont pas parvenus avant? Peut-être que ça signifie qu'elle fait en sorte que ça n'arrive pas pour maintenir une pression, un challenge ou faire que l'homme ne se sent pas à la hauteur. Qui sait? Et je me souviens d'un couple d'homosexuels, femmes, et l'une a dit à l'autre, le premier jour, je te préviens, il me faudra 3 ans avant de jouir. Et elles sont venues me voir pour ça, et j'ai carrément posé la question à celle qui avait le challenge de faire jouir
sa compagne. Et la question était, est-ce que vous avez envie d'attendre 3 ans avant qu'elle ne jouisse? Je crois que cette question a suffi à ce qu'elle comprenne. Alors vous avez là 2 solutions, soit vous êtes le sauveur, la sauveuse, et vous vous démenez pour amener chez l'autre un orgasme improbable, soit vous l'envoyez en thérapie en l'aidant à donner du sens à cette auto-interdiction, soit vous vous tirez. Après, je crois que chacun va suivre son ressenti. Et c'est là que je fais le parallèle avec cet homme de 25-27 ans qui a pour devoir d'apprendre l'érotisme. Et pourquoi une femme, elle, ne pourrait-elle pas sortir de sa posture ambiguë de victime challengeante et trouver toute seule son plaisir d'abord, et ensuite approfondir la question avec son compagnon. Le mal baisé, la mal baisée, est celui qui subit quelque chose que l'autre lui impose. Et d'une manière générale, vous l'avez compris, celui qui vous baise mal, entre guillemets, quelque part le sait, ou ne fait pas l'effort de voir s'il y a autre chose, parce que la naïveté, ça peut durer jusqu'à 23 ans et demi, ou en tout cas pendant l'année après son dépucelage, mais après un certain temps, elle n'est plus de mise. Celui ou celle qui fait en sorte que vous vous sentez mal baisé adopte une certaine posture. Et cette posture interroge. À quoi correspond-elle? Qu'est-ce que votre partenaire cherche à obtenir? Est-ce qu'il est en loyauté avec une éducation religieuse faite d'interdits et il reste marqué par son éducation? J'ai eu des coachés témoins de Jéhovah qui sont rentrés dans ces groupes à l'âge de 15 ans et qui en sont sortis vers 40 ans avec interdiction de masturbation. Évidemment, ils étaient puceaux et à 40 ans, ils ont commencé à consulter avec ce programme qui les avait marqués pendant 25 ans. Et sans aller jusqu'à ces extrêmes, j'ai remarqué que dans les couples où la religion avait été très présente d'une manière ou d'une autre, l'interdiction à accéder au plaisir pouvait expliquer parfois le fait que l'autre se sentait, entre guillemets, mal baisé. Enfin, dans le fait d'être mal baisé, il y a la notion de n'être pas assez, entre guillemets, baisé. Pas assez fréquemment, pas forcément quand on est disponible, pas au bon moment. Il y en a un qui est du soir, l'autre qui est du matin. Et ils ne se rencontrent pas. Mais surtout, il y en a un des deux qui souffre d'un manque d'intimité, d'un manque de sexualité. Et ce manque d'intimité sexuelle est soit lié à un rythme naturel qui n'est pas compatible avec celui de l'autre, soit lié à une forme de rétorsion. Et là, je vous renvoie au podcast Privé de caquette. Alors pour conclure, si vous avez l'impression d'être mal baisé, toujours entre guillemets, parlez-en à votre partenaire, quitte à reprendre les petits exercices gentillets que proposent beaucoup de sexologues et qui parfois font des miracles. Si c'est juste une histoire de mauvaise connaissance et de manque d'information, ce sera très vite traité. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à consulter. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y en a un qui consulte, celui qui, entre guillemets, se sent mal baisé, et l'autre ne bouge pas. Ce qui fait qu'une fois que celui qui a compris pourquoi il acceptait ou elle acceptait cette situation frustrante, va évidemment se positionner différemment et demander quelque chose, exiger, entre guillemets, son dû. Et celui qui était dans le déni, ou celle qui était dans le déni, va refuser d'aller voir ce qui dérange. Et ça va très souvent provoquer une séparation. Évidemment, la posture idéale, c'est de faire un travail à deux pour comprendre pourquoi l'un impose ceci à l'autre et pourquoi l'autre l'accepte. Et quand ils verront que dans le lit, ils sont bien plus nombreux que ce qu'ils croyaient, avec les parents des deux et parfois les 4 grands-parents de chaque partenaire, et quelquefois des causes ou des situations qu'on n'avait même pas imaginées, ça fait beaucoup de monde. Toutes les frustrations ne sont pas liées à des mémoriaux ou à des loyautés, mais toutes les frustrations méritent d'être exprimées, questionnées, dépassées, challengées et supprimées. La vie est courte et nous ne sommes pas nés sur cette terre pour subir, en plus de toutes les frustrations que la vie amène, la frustration sexuelle. Alors, mal baisé de tous les sexes, de tous les genres et de tous les pays, révoltez-vous. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Il y en aura 2 par mois, les 2e et 4e vendredis du mois. Vous trouverez des infos sur mon site internet www.benedictanne.fr. J'ai aussi une chaîne YouTube dans laquelle vous trouverez plein de contenu. Merci de mettre un commentaire positif pour encourager les podcasts à venir. À dans 2 semaines.